Je vous présente ce soir 3 sages de l'Université de Montréal. On est ce soir dans un contexte particulier d'une école d'été Art, Culture et Santé initiée par Nathalie Bondeville dans le cadre de son action qu'elle a menée en tant que sage à l'Université de Montréal. On a 3 sages, Joséphine Bacon, qui est Innu, poétesse. On a Nathalie Bondeville, qui est la directrice du musée des expositions de l'Institut du monde arabe à Paris. Et on a Kim Thuy, qui est une écrivaine. Ce qui nous réunit ce soir, c'est définitivement la beauté. C'est la rencontre avec la beauté, c'est le partage de la beauté, selon finalement 3 approches. La première approche, c'est celle de Joséphine, le poème, qui est basé finalement sur le récit des aînés et la transmission. Et c'est ce que j'expliquais à Joséphine, c'est qu'en tant que gériatre, cette notion de s'intéresser aux plus âgés qui transmet quelque chose, c'est ce qui me fait vivre en tant que gériatre depuis des années finalement. Il y a aussi Nathalie qui, elle, s'est intéressée aux objets. Et finalement, la beauté des choses, comme tu dis, Nathalie, non ressenties. Et puis, il y a Kim qui raconte des histoires, essentiellement Kim en tant qu'écrivaine, non pas avocate, et qui raconte des histoires de quelqu'un à d'autres personnes. Et je pense, ce qui réunit un peu toutes ces personnes ici ce soir, et ce qui nous réunit tous, c'est le fait de raconter. Raconter un rêve pour Joséphine, raconter un objet pour Nathalie, raconter une histoire. Mais pour faire quoi, finalement? Pour partager, définitivement, pour rassembler, au-delà de nos dissonances, et je reprends des mots qui ont été prononcés au moment du balado, pour être en harmonie avec nous-mêmes avant tout, et aussi avec les autres et notre environnement. Et cette semaine, pour nous, à l'école d'été et aux étudiants, est vraiment le temps d'une rencontre du monde des arts, de la culture et des sciences, et notamment des sciences de la santé, pour se poser, prendre le temps, pour écouter, pour apprendre, pour comprendre, pour partager et pour transmettre, dont l'objectif est d'agir ensemble pour un mieux accompagner, un soutien des plus fragiles, en replaçant notre humanité, la manière dont on prend les soins des plus vulnérables au cœur de nos actions. Et ce soir, finalement, le but de cette réunion, de cette discussion, c'est de reprendre l'échange autour du thème « La beauté sauvera le monde » en se posant une question, car au final, la beauté sauvera le monde n'est pas une affirmation dans le livre de Dostoïevski, L'Idiot, c'est une question. Et même à la fin, plus loin, on lit « Quelle beauté sauvera le monde ?» Et c'est un peu ça que je pose ce soir comme question. Finalement, pourquoi est-ce qu'il faut sauver le monde? Pourquoi le sauver avec la beauté? Et maintenant, je vous laisse la parole. Voilà, en fait, ça me fait penser tout de suite à cet acte que vous avez probablement vu dans les médias et qui s'est déroulé au Musée des Beaux-Arts du Canada, donc tout récemment, avec un tableau donc d'un très grand peintre du groupe des Sept, Tom Thomson, qui représente une forêt canadienne, donc une œuvre très importante, donc d'un des artistes majeurs du Canada. Et comme vous l'avez peut-être vu, donc il y a eu un acte d'écoterrorisme, dirait-on, donc par un jeune homme, un groupe donc qui est venu dans les galeries et qui a maculé donc la vitre qui protégeait la peinture de donc un acte, on dirait, de vandalisme. Évidemment, ce sont des appels au secours pour sauver donc un monde en feu, et notamment donc au Canada, avec ce qu'on a vécu cet été. Et ce que je trouve intéressant et bouleversant donc dans ces actes, évidemment, qui sont répréhensibles du point de vue d'un conservateur et d'un muséologue, donc de pouvoir s'attaquer aux œuvres, en même temps toutes les œuvres qui l'ont été, que ce soit Vermeer ou Van Gogh ou Monet, dans différents musées du monde, étaient toujours avec des glaces de protection. Je tiens à le dire parce qu'il y a d'autres actes de vandalisme qui, par contre, s'attaquent directement aux toiles. C'est justement parce que ces tableaux représentent la beauté et que cette beauté du monde est en train de brûler. Et ces jeunes ne savent plus comment nous alerter sur cette beauté menacée.
et donc s'attaquent à des images, à des tableaux, à des icônes pour nous choquer, parce que ils savent que, au fond de nous, ces œuvres sont si importantes, si rares, si précieuses, que on ne peut pas attenter à cette beauté. Et si ces œuvres ne signifiaient rien, il n'y aurait pas de sens à ce geste-là. Il n'y aurait pas ce sens, il n'y aurait pas d'impact. Et pourtant, cet impact, tout le monde l'entend, tout le monde l'écoute, tout le monde le commente. Ce qui veut bien dire que ces œuvres-là, elles comptent, même si on ne les connaît pas forcément, même si ces musées ne sont pas forcément près de nous. Et je crois que ces gestes-là donc parlent de cette beauté nécessaire, essentielle, et du fait de l'effacer sous la peinture, de l'éradiquer, donc est un drame. Et je trouve que ça parle beaucoup donc de l'importance des œuvres et de l'importance de cette beauté qu'il faut préserver. Joséphine, ça vous fait réagir? Aujourd'hui, je passais sur la rue Beaubien, puis je regardais une jeune femme, qui peignait, le mur d'un édifice. Puis je me suis arrêtée un peu, puis je me disais, il habille, le mur de la bâtisse. J'ai dit pour que le mur devienne, pour que ce morceau de béton, devienne beau. Et puis, pour moi, la beauté, je la trouve partout. Je la trouve dans les arbres. Puis je trouve que les arbres ont beaucoup souffert avec les incendies, les coupes à blanc. Puis je me dis, moi, l'arbre est très important pour moi. Je trouve beaucoup de beauté dans un arbre parce que je sais que l'arbre peut me parler si je sais l'écouter. Tout comme je trouve le caribou aussi beau, parce que si jamais il nous quitte, si jamais il n'y en a plus, c'est comme si nous mourions nous-mêmes. Parce que le caribou, pour les Inuits du moins, c'était un animal sacré. Puis pour entrer en communication avec lui, il fallait s'adresser à son maître. Et puis de la façon dont on traitait le caribou, on faisait des raquettes. Puis la raquette, on a beau dire, c'est peut-être un objet, mais c'est de l'art quand même. Comment tu le tresses, puis comment tu prépares la babiche. Puis le cadre de la raquette est fait d'arbres. Et puis, le caribou, pour moi, là, j'en ai besoin, pour continuer à rêver. Le rêve semble extrêmement important. Hein. Dans le temps du nomadisme, le rêve était très important parce que le rêve, ce que tu rêvais la nuit, te disais si tu allais faire une bonne chasse ou tu serais pas chanceux. Il y avait on est tous là, il y a des gens qui disent, moi je ne rêve jamais, mais on rêve tous. Donc, quand le chasseur ne rêvait pas, c'est sa femme qui rêvait à sa place. Et, tu vois, c'était toujours, quand t'es nomade. Sa femme était meilleure que les siennes. Non, écoute, dans les temps de famine, quand tout le monde était tombé trop faible pour chasser, quand c'était limite, là, qu'on allait tous mourir de faim, mais la femme donnait son sein nourricier à son chasseur pour qu'il puisse continuer à marcher. La femme, c'est dans tout ce qu'elle faisait que c'était une beauté, et puis ça amenait la beauté de continuer à vouloir vivre. Voilà. Il y a un neuropsychiatre français qui s'appelle Roland Gori qui dit que l'œuvre d'art, c'est un rêve. Et le rêve, c'est quoi? C'est d'abord la capacité à se raconter un récit, et c'est aussi la capacité de raconter un récit aux autres, et donc de partager.
Donc le rêve est central finalement pour nous. Et le rêve est basé sur cette beauté. Donc si cette beauté disparaît, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est drôle que vous mentionnez ça parce que je viens de voir le film Oppenheimer avec des acteurs extraordinaires, avec des moyens extraordinaires pour pouvoir créer ce film-là. Et oui, je connaissais la Deuxième Guerre, Hiroshima, un peu comme tout le monde. Évidemment, on ressent toute cette destruction des humains et de l'humanité et tout ça, mais la première fois que j'ai été aussi secouée, c'était pendant ce film-là. Malgré toutes les connaissances qu'on a eues, parce que le film était tellement bien fait. Et ce film-là était évidemment inexact. Parce que on raconte une histoire dont on choisit certains détails. On ne peut pas raconter toute la réalité. Et mon fils, très souvent, il me dit « Ah, maman, tu racontes... tes histoires, quand tu les racontes, sont jamais pareilles d'une fois à l'autre. » Et là, je dis, t'es en train de dire que je suis pas, que je mens ou que je déforme la vérité. Donc, je l'ai pris très, très personnel. Et après, je me suis dit, non, on doit absolument donner le droit de raconter l'histoire de telle manière que le message en ressort et non pas l'histoire en elle-même, dans sa véracité. Et quand on se disait, oui, pourquoi sauver le monde? Et je crois qu'on essaie en fait de se sauver nous-mêmes. Et je suis tombée sur une carte postale comme ça à Londres qui disait « Protect me from what I want ». Alors, se protéger contre ce qu'on veut. Et le film Oppenheimer, c'était ça. C'est cette capacité des humains d'aller plus loin que loin, d'être plus grand que soi, plus grand que nature, aller jusqu'au bout de notre potentiel. Mais pourquoi faire? À la fin de la journée, c'est pour se détruire, n'est-ce pas? Et donc, je crois qu'en ce moment, on essaie de décroître, ou sinon viser la décroissance pour se sauver contre soi-même. Et je reviens de New York où mon oncle m'a emmené dans une place qui vend des vêtements de seconde main. Puis oui, on aurait aimé peut-être une nouvelle blouse que jamais personne n'avait portée avant, qu'on n'a pas besoin de réparer ou altérer, mais c'est là où il faut se retenir et dire non, tu peux porter quelque chose qui avait déjà été porté par quelqu'un d'autre. Et en fait, cette blouse-là porte peut-être une histoire de quelqu'un. Et pourquoi pas? Et donc, se protéger presque contre soi-même pour pouvoir viser cette décroissance. Sinon, on veut toujours plus. Vous êtes neurologue, vous devez savoir que, je sais pas, on m'a dit qu'il y a quelque chose dans notre cerveau qui nous pousse toujours à vouloir plus. Cette course vers Et New York, quand on atterrit, on voit cette ville extraordinaire, on admire le skyline, hein, c'est tous ces buildings qui poussent et on se dit les changements climatiques vont engloutir cette ville et on a déjà la peine, la grande tristesse que cette ville disparaît, mais en même temps New York représente la folie de nous de construire toujours plus haut, toujours plus. Encore et encore et encore. Et donc, je crois qu'en ce moment, c'est ça. C'est même pas sauver le monde. C'est sauver de nous-mêmes, en fait. Et c'est ça. Ma réponse serait ça, c'est se sauver soi. Oui. Ou sinon, se retenir contre soi-même. Agnès Varda dit une journée sans voir des arbres est une journée foutue. Je dirais une journée sans voir de l'art est une journée foutue. En fait, on pourrait dire qu'une journée sans avoir d'émotion esthétique ou d'émotion est une journée foutue. Parce que quand on parle de beauté, c'est un terme philosophique, presque platonicien, mais la beauté reste subjective. Et du coup, ce qui est important à une époque où on parle tant d'intelligence artificielle et de menaces, c'est de parler de cette intelligence émotionnelle qui nous rend très humbles par rapport à ce que nous sommes, puisque nous ne sommes pas maîtres en la demeure. Hein, donc je suis d'accord avec Kim. Donc c'est aussi de se sauver de soi-même et le fait de pouvoir mieux
comprendre cette émotion, donc qui définit ce que nous sommes dans notre animalité, dans notre humanité, et qui fait que la plupart donc de ce que nous faisons, on parle d'Oppenheimer, on parle de menaces atomiques, donc vient aussi de ce que nous sommes en tant qu'humains, déraisonnables, incapables de pouvoir justement gérer donc ces émotions avec tous les biais positifs ou négatifs qui nous conditionnent. Ce mythe donc de l'homme rationnel, le sapiens sapiens, donc n'existe pas. Donc le cerveau est le serviteur donc du corps, il est soumis à sa mémoire, à sa culture, et avoir ces émotions, les comprendre, et non pas dans un songe, mais vraiment, quand on est face à une émotion esthétique, on est dans un rapport de conscience, je dirais presque d'hyperconscience avec son ressenti, donc nous aide justement à mieux accepter ses limites, à être plus humble donc par rapport à cette fragilité. Il y a une très belle une phrase de Sylvain Tesson que vous connaissez, donc il dit donc il n'y a rien de positif donc dans la décroissance biologique. Hein, je dirais donc et je trouve ça très juste, et notamment donc il n'y a rien de dans le biologique, donc il y a cette composante qui est celle que nous devons accepter, donc qui est profondément imparfaite. Et pour moi, cette question de l'intelligence émotionnelle, donc dans tous ces domaines, elle est fondamentale, ne serait-ce que pour pouvoir accepter donc ce que nous sommes, et une certaine part d'humilité. Bref. Donc, oui, travailler sur l'intelligence émotionnelle, donc sauverait le monde, et en tout cas nous sauverait nous-mêmes. Mon oncle habite dans un loft dans Long Island City. En tout cas, c'est industriel. Ben, c'est plus industriel, c'est devenu trop chic. Mais auparavant, c'était des grands bâtiments avec des lofts. Donc, il y avait très peu d'arbres. Il y avait comme un petit parc en triangle comme ça devant lui. Et maintenant qu'il est un peu plus vieux, il est architecte, il a 60 ans. 61, donc c'est pas très vieux. En fait, c'est mon âge. Mais on considère qu'il est plus vieux parce que je l'appelle mon oncle. Ben, il est mon oncle et il a un peu plus de temps. Donc, il a commencé à planter parce qu'il n'a pas de cour, il n'a pas de jardin. Donc, il a commencé par des petits pots devant chez lui. Et parce qu'il y avait des petits pots, il y a des gens qui sont venus pour lui donner d'autres pots en adoption. C'est-à-dire, on part en voyage et puis on quitte New York, donc on te donne. Donc, il a de plus en plus de pots, il n'avait plus de place, donc il a commencé à planter, en fait, à apporter certaines plantes dans le parc. Et il les plantait dans le parc, en cachette, parce qu'on n'a pas le droit quand même de planter des choses dans le parc. Mais le parc a commencé à fleurir tellement que la ville elle-même lui a donné 600 bulbes de tulipes au printemps. Elle dit, il ne savait pas comment planter 600 bulbes Mais bon, les gens ont aidé, les voisins ont aidé. Et aujourd'hui, ce parc-là, je l'ai connu il y a 30 ans. C'était un parc avec beaucoup de déchets, vous voyez, un peu abandonné. Et il n'y a personne qui s'assoyait là, à part ceux qui n'avaient pas de maison ou qui traînaient là, mais jamais avec le plaisir de s'asseoir là pour être dans un parc. Et aujourd'hui, imaginez que ce parc-là n'a plus besoin d'entretien. Il n'y a plus de déchets. Les gens vont là pour regarder les fleurs et participer à cette idée de fleurs. Donc, probablement que la beauté peut nous sauver. En fait, c'est l'histoire de l'homme qui plantait des arbres de Giono, que vous avez dû lire, et surtout donc, que vous avez dû voir grâce à l'extraordinaire film d'animation de Frédéric Bach. Et je rebondis sur le parc Frédéric Bach, qui a été fait sur une déchetterie, et qui maintenant est un éco-parc tout à fait extraordinaire près de la Tohu à Montréal. Donc ça rejoint ce que tu dis. La beauté, il y a tellement de beauté, et puis il y a tellement de plusieurs sens, plusieurs façons d'expliquer la beauté, parce que la beauté n'est pas que la beauté, il y a les beautés. Puis,
moi, tous les vieux et les vieilles que j'ai enregistrés, quand ils me racontaient nos tmets, je les trouvais tellement beaux que je les accompagnais dans leur récit. Alors, avant d'avoir connu nos tmets, je l'ai d'abord marché dans les récits des aînés. Alors, quand pour la première fois, je suis allée avec un vieux chasseur de caribous, j'étais... Parce qu'il y a un aîné qui m'avait dit, si un jour tu vas dans la toundra, il dit, la toundra va te porter. Alors, quand je suis arrivée dans la toundra avec Ihuadohuet, puis je me suis rappelé. Je me suis rappelé des paroles de Msnape, qui m'avait dit, puis quand tu marches, sur le lichen, tu as l'impression que tu touches pas terre, puis tu vois tellement loin, puis là, j'ai pris connaissance que l'horizon existait vraiment, et l'infini aussi. Et puis j'ai vu des caribous pour la première fois. Ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai pas les yeux d'un chasseur. Mais ça m'a pas. Mais lui, il avait son regard tout de suite. Il a vu qu'il y avait 4 caribous. Tout de suite, comme s'il avait les yeux d'un adolescent de 18 ans. Moi, ça m'a pris, je pense, je sais pas combien de temps. Il a fini par me passer ses jumelles. Puis avec les jumelles, j'ai fini par les voir. Et puis, quand je les ai vus, c'était la première fois que je voyais les caribous. Puis je me suis dit, qu'audace, que j'ai de la chance. Puis là, il m'a regardé, il m'a dit, si tu sais pas regarder, tu ne verras jamais rien. Juste. Et puis je le sais, puis depuis qu'il m'a dit ça, quand je regarde, j'essaie de voir quelque chose, j'essaie de voir ce qui est beau dans ce que je veux voir, parce que voir est important, mais pour ça, il faut regarder d'abord, puis chercher ce qui est beau partout. Finalement, aujourd'hui, s'il y avait une leçon à tirer, je pense au livre, c'est posez-vous et prenez du temps, accordez-vous du temps pour observer différemment. Voilà. Tout a été dit. ou lire un poème. Lire un poème de Joséphine. Ben, je peux vous en faire un. Ah oui, Okay. oui. Bon, un que j'aime bien. Nuelution. Ujahumek ihnagahu nit atik ihnagahu tahuatem hehegatok ihnagahu ntush iniguay ihnagahu dakop wabtehmok ihnagahu tawanahun matshu ihnagahu Nanakamun tewekan ihnagahu ni inu ntahanagahan. Ma richesse s'appelle saumon. Ma maison s'appelle caribou. Mon feu s'appelle épinette noire. Mon canot s'appelle bouleau. Ma robe s'appelle lichen. Ma coiffe s'appelle aigle. Mon chant s'appelle tambour. Moi, je m'appelle humain.